AR Magazine Voyageur. La bande-son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Comment tu te présentes ? Je suis Stéphanie Ledoux, je suis artiste voyageuse. Je voyage avec un carnet de croquis et mes crayons au lieu de voyager avec un appareil photo. Donc elle, c'est Stéphanie Ledoux et moi, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, le magazine qui porte un regard libre sur le voyage. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Stéphanie, c'est vraiment une chouette fille. On aimerait la voir comme copine, joyeuse et talentueuse. Elle promène depuis plus de 10 ans ses crayons autour du monde. Partout où elle va, elle dessine des portraits et encore des portraits. Ce qu'elle aime, c'est la rencontre avec les gens. Et je l'ai rencontrée justement au festival Nomade, à Pontoise en juin dernier. Elle rentrait de Namibie avec le photographe Alexandre Sattler. Et ses dessins s'affichaient en majesté dans la ville. Elle avait ramené aussi de sacrés beaux bijoux. Qu'est-ce que tu portes comme bracelet là au poignet ? Je porte des bracelets de Namibie, justement, faits par les femmes Imba et par les femmes... alors, ils sont connus sous le nom de Bushmen, mais il ne faut pas dire Bushmen, c'est péjoratif. Donc, le peuple des San, de Namibie aussi. C'est en coquilles d'œufs d'autruche qui sont taillées à la main pour faire des petites perles. C'est un travail de fou. Et ça, on croirait que c'est de l'os, mais non, c'est des tuyaux de PVC qui sont sculptés par les Imba. Donc c'est des trucs qui ont déjà été portés par les gens. Et il y a un petit tatouage là devant le pouce ? Ouais, alors ça c'est un tatouage fait par une grand-mère assez mythique aux Philippines, qui est la plus vieille tatoueuse du monde, elle a 103 ans. Elle est du peuple Kalinga, donc c'est un peuple des montagnes sur l'île de Luzon. Historiquement c'était des chasseurs de têtes et les hommes qui avaient le torse couvert de tatouages gagnaient ces tatouages après avoir tué des ennemis à la guerre. Sur les femmes, c'était seulement du tatouage ornemental. Et cette mamie, qui est la dernière à faire ces tatouages traditionnels, normalement, c'était que les hommes qui faisaient les tatouages. Mais son père, n'ayant pas eu de descendant mâle, c'est elle qui a hérité de ce savoir-faire. Et bon, elle a quand même transmis aussi à ses deux nièces. Et donc, je suis allée la dessiner en 2019. D'après ce que je sais, elle est encore vivante. Et je lui ai fait son portrait et en échange, elle m'a proposé de me faire les 3 petits points que j'ai là qui sont sa signature. Et depuis, j'en ai fait plusieurs tableaux de cette femme. Donc elle s'appelle Apo Wang Od. Elle est assez connue, il y a pas mal de documentaires sur elle sur Internet. Et je rêve de retourner la voir tant qu'elle est encore de ce monde pour lui montrer les portraits que j'ai fait d'elle. Comment ça t'est venu ce goût du voyage ? Ce goût du voyage m'est venu avec mes parents à l'adolescence et ensemble on a découvert l'émotion du voyage, ça m'a plus jamais quitté. Je faisais déjà un petit carnet de bord écrit, puis petit à petit il y a eu des collages et de plus en plus de dessins qui sont venus dedans. Et j'aimais dessiner, mais j'ai mis du temps à oser dessiner devant les gens, alors qu'aujourd'hui c'est ce que je préfère. C'est-à-dire un voyage avec toi, ça se passe comment alors ? Alors il ne faut pas être pressé parce qu'à tout moment je peux tomber amoureuse d'une personne dans la rue ou dans un village et avoir envie de me poser pour dessiner. Et j'utilise le dessin comme moyen de rentrer en contact avec les gens. Donc je sors mon carnet de croquis, je demande à la personne l'autorisation de la croquer et puis il y a un face-à-face qui se crée où généralement il y a des échanges de regards, des échanges d'émotions. On peut parler aussi si on a une langue en commun et généralement il y a toute une scène qui se crée autour avec les curieux qui viennent un petit peu observer ce qui se passe. Alors par exemple, là ton dernier travail, c'est tous ces croquis, ces dessins de Namibie. Est-ce qu'il y a une histoire que tu peux nous raconter à partir d'un de ces dessins ? Il y a un portrait que j'ai adoré faire d'une jeune femme qui s'appelle Twasana, qui a posé pour moi dans une case Imba, dans une magnifique lumière en clair-obscur. Elle faisait des enfumages avec de l'encens, parce que c'est comme ça qu'elles se parfument, les femmes Imba. Il y avait des raies de lumière, c'était un
un moment particulièrement esthétique. Comme toutes les femmes Himba, elle est parée de ocre rouge, c'est-à-dire que les Himba, c'est une tribu de Namibie qui vit encore de manière très très traditionnelle, sans aucun vêtement moderne. Elles font tout elles-mêmes, donc elles ont une jupe en peau de chèvre, elles ont des bijoux qu'elles font elles-mêmes avec du cuir, des graines, des métaux. Elles ont des longues nattes qui sont enduites de graisse et d'ocre rouge, et leur peau est recouverte d'une sorte de crème de beauté qu'elles font elles-mêmes avec du beurre et de l'ocre rouge, et plein de parures et de bijoux. Donc elles ont vraiment une beauté hors du commun. Et elle était super flattée que ce soit elle que j'ai choisi de dessiner. Et je lui ai offert le dessin, elle m'a offert un bracelet en échange, et elle m'a dit que j'étais sa sœur jumelle, au prétexte qu'on avait toutes les deux une faussette. Et toi, Sana, ça veut dire jumelle. Et tu fais la totalité du dessin comme ça en direct J'ai fait la totalité du dessin en direct. C'est un peu du dessin spectacle en fait. Moi, c'est le moyen par lequel je rentre en contact avec les gens. Parce qu'en fait, c'est un moyen d'expression qui parle à toutes les cultures. C'est visuel, on n'a pas besoin de parler la même langue. Et ça hypnotise sur tous les continents, j'ai pu le tester. Les gens restent et regardent de A à Z le dessin se faire. Et tu leur offres à chaque fois? Je leur offre quasiment à chaque fois quand je sens que ça va faire plaisir. C'est pas toujours le cas selon les peuples. Il y a beaucoup de peuples nomades qui ont très peu de possessions matérielles, qui n'ont pas vraiment une maison avec l'idée de décoration à l'intérieur. Ces peuples-là, et d'ailleurs dont les Himba font partie, ça m'est déjà arrivé de retrouver mon dessin en boule avec le bois pour allumer le feu, parce que pour eux c'est un combustible comme un autre, le papier. Ça remet les choses à leur place. Donc les nomades sont pas très friands de garder leurs dessins. À l'inverse, il y a des pays, je me souviens en Indonésie par exemple, ou au Yémen, les gens qui tout de suite vont acheter un très beau cadre, doré, mouluré, très précieux pour garder le dessin à l'abri de la poussière. Donc c'est vraiment très culturel finalement. C'est-à-dire qu'après tu les redessines quand tu es chez toi, tu fais une photo, tu les redessines? Ouais, c'est ça. En fait, souvent j'offre le premier croquis et je redessine d'après photo ou d'après la photo de mon croquis. Et un petit peu de mémoire aussi, de l'impression que m'a laissé cette rencontre. Je laisse un peu un temps de décantation des souvenirs avant de m'y remettre en atelier. Et alors comment tu définirais ton style? Je le définis pas vraiment, c'est du croquis réaliste. J'essaye de rendre hommage à la beauté des personnes telles que je l'aperçois, de rendre aussi hommage à leur tradition, parce que je vais beaucoup dans des peuples tribaux qui ont des parures, des bijoux, des coiffures qui sont très codifiées, pour lesquelles il y a une signification très forte. Donc j'essaye de ne pas trahir ça. Puis j'aime bien amener dans la composition de mes dessins des éléments du pays. Donc ça peut être des écritures de ce pays, quand c'est un pays qui a un alphabet différent du nôtre, pour le côté un peu décoratif. Ça peut être des motifs, ça peut être des éléments de l'artisanat local. Des fois, tu dessines aussi sur du papier que tu trouves, des journaux, quelle matière? Très souvent, je fais beaucoup de récup. Comme beaucoup de gens qui font du carnet de voyage, j'ai toujours un peu l'œil qui traîne et je m'arrête très souvent à ramasser des papiers froissés un peu dans les caniveaux. Je fais un peu les poubelles, je récupère des coupures de tissu. Voilà, il y a tout un côté matière qui vient se rajouter à mon boulot, souvent. Tu peux nous raconter une autre rencontre très émouvante qui t'habite ou qui t'a fait progresser dans ton travail? Puisqu'on est sur l'expo de Namibie, j'ai une rencontre collective. En fait, on s'est arrêté dans une école qui était à l'écart du village, justement. C'était un vendredi après-midi et toute l'équipe enseignante était partie en week-end. Et c'était un village essentiellement peuplé de Himba qui vivent tellement loin qu'ils ne rentrent pas chez eux le week-end. Donc tous les élèves étaient un peu livrés à eux-mêmes sur le campus. Il n'y a pas de campus, c'est des algécos en pleine brousse. Et ça leur a fait une super diversion qu'on s'arrête là et qu'on passe un peu de temps. Moi, j'ai sorti le carnet de croquis, j'ai fait des dessins. Alex, qui voyageait avec moi, qui est photographe, a fait des photos, des tours de magie. Il est très fort pour mettre les gens à l'aise, pour briser la glace aussi, notamment avec la magie. Et puis, on a passé tout l'après-midi là-bas. Et on a essayé de savoir un peu de quoi ils vivaient dans ce village, jusqu'à s'apercevoir qu'en fait ils ne vivaient de pas grand chose, puisque ça faisait pratiquement une semaine qu'il n'y avait plus rien à manger dans le village. Et parce qu'en fait ils vivent tellement loin de tout que si on leur livre pas la nourriture, il peut arriver qu'on vive sur ses réserves, voire sur rien. Donc en fait il y avait des palmiers qui faisaient des noix et tout le monde grignotait l'écorce de ces noix. Ils avaient quasiment rien à manger.
Et on a vraiment pris conscience que, de la chance qu'on a, c'est un cliché, mais aussi du dégât que peuvent faire l'arrêt brutal du tourisme. Notamment en Namibie, il y a beaucoup d'ONG qui fonctionnent avec le passage des touristes. Cet arrêt brutal de toute activité touristique à cause du Covid a fait souffrir beaucoup de gens jusque dans les campagnes. Et par chance, on avait des réserves qu'on a pu laisser dans l'école, mais ça fait que décaler le problème. Donc je sais qu'on parle beaucoup d'un nécessaire ralentissement du tourisme, mais il ne faut pas que ça s'arrête aussi brutalement, parce qu'il y a beaucoup de populations qui en souffrent, et notamment en Namibie, il n'y a pas d'aide de l'État ou de choses comme ça. Donc on s'est aperçu aussi au cours de ce voyage à quel point cette réalité-là pouvait être difficile à vivre pour certains peuples. Tu parles des grands espaces, des paysages, mais c'est pas l'objet de tes dessins non plus. Et non, alors moi c'était, comme je disais, un besoin personnel de me reconnecter avec la nature, mais c'est plus dans un état de contemplation. Et je dessine la nature, mais il n'y a pas la même interaction. Moi, ce que j'aime vraiment avec le dessin, c'est quand on brise la glace et quand on déclenche quelque chose avec une personne. Lui montrer le dessin, voir comment elle va réagir, c'est tout le groupe qui se crée autour. Et ça, en fait, je ne l'ai pas du tout en tête-à-tête avec un paysage, donc j'ai pas cette motivation-là. Vraiment, je me sers plus du dessin comme un lien entre les peuples, quelque part. Un moyen de déclencher quelque chose quand on arrive, pour pas tomber comme un touriste, comme un cheveu sur la soupe. Enfin, apporter quelque chose, quoi. Et tu continues de garder toujours cette flamme? Oui, je pense que le monde est tellement vaste et qu'il y a tellement de peuples et de cultures fascinants à découvrir que une vie humaine ne suffit pas à tout voir. Et puis ce que je m'aperçois avec le temps aussi, c'est que beaucoup de peuples premiers qui vivaient de manière très traditionnelle sont de plus en plus exposés à la mondialisation et à une perte accélérée de leur tradition. Donc ces dernières années, mon travail s'est fait un peu un témoignage de certaines traditions qui sont pratiquées par sûrement la dernière génération. Et il y a un petit peu un sentiment d'urgence de me dire, même en Namibie, là, c'était la deuxième fois que j'y allais à 7 ans de différence, d'écart, et je me suis aperçue à quel point les traditions étaient en train de disparaître. Tous ces imbas que je décrivais avec les bijoux, les coiffures extraordinaires, il y en a beaucoup qui sont scolarisés, ce qui est très bien parce que ça améliorera leur vie future. Mais avec la scolarisation, ils adoptent l'uniforme, ils commencent à avoir honte de leurs attributs tribaux. Et ils ont envie d'avoir l'air moderne, et ceux qui se rasent la tête et qui adoptent la tenue t-shirt basket reviendront pas en arrière. Donc c'est des traditions qu'on voit pour pratiquement la dernière génération, je pense. T'es une femme, tu voyages seule souvent ou pas du tout? Je voyage pas très souvent seule parce que je vais dans des endroits quand même très souvent loin des sentiers battus, souvent dans des peuples ou des tribus très traditionnelles dans lesquelles c'est pas toujours bien vu qu'une femme soit toute seule. Enfin, les gens comprendraient pas qu'une femme évolue seule. Et puis à titre personnel, j'aime bien partager. Il y a une telle altérité culturelle dans les endroits où je vais que j'aime m'immerger dans cette altérité à fond. Mais j'aime bien avoir un moment de la journée où je peux débriefer avec quelqu'un de ma culture pour comparer les impressions qu'on a eues. Donc je voyage souvent avec des collègues et récemment avec un photographe qui s'appelle Alexandre Sattler qui expose aussi sur le festival. Là. Au Yémen, tu étais avant la guerre? Ouais, il y a en 2010 et en 2013 au Yémen, donc c'était avant la guerre. C'était un pays extraordinaire. J'ai été invitée là-bas pour faire un voyage artistique avec d'autres artistes. Je m'étais peu documentée à l'avance et j'ai découvert un pays. J'étais scotchée par l'architecture. C'est un pays avec une architecture millénaire vraiment particulière, avec des immeubles empisés dans le désert. On appelle ça la Manhattan du désert, la ville de Shibam. Même dans la capitale, à Sanaa, il y a des maisons tours. Enfin, faut le voir pour le croire. C'est une architecture fantastique et un peuple d'une hospitalité extraordinaire.
Même envers les femmes. Même envers les femmes occidentales. Ouais, non, en tant que femme occidentale, on a toujours un statut particulier dans ces pays très, très traditionnels. C'est vrai qu'elles sont très voilées, mais ce qu'il y a de bien en tant que femme, c'est qu'on peut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'on a le droit de rester avec les hommes et de voir qu'est-ce qui se raconte chez les hommes, mais on peut aussi choisir à un moment de changer de camp et aller voir du côté des femmes et des enfants ce qui se passe. Donc ça, c'est le petit avantage que j'ai, il n'y en a pas beaucoup, à être une femme voyageuse. C'est que voilà, dans les pays où les genres sont séparés, je peux jouer sur les deux tableaux. Et qu'est-ce qui se noue avec les femmes, par exemple, au Yémen ou ailleurs ? Il y a une sorte de sororité immédiate où on se reconnaît directement, et c'est amusant comme quand on est entre femmes, c'est tout de suite plus du tout le même rapport. Elles sont très 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 tactiles. Ça m'est arrivé souvent qu'on s'amuse à me déguiser. Par exemple, qu'on veuille me faire essayer une robe traditionnelle avec la coiffe, les bijoux, la totale, et on me déshabille, mais elles restent là, et puis elles sont assez tactiles, quoi. Et moi, il n'y a plus d'intimité, quoi. Entre femmes, tout est permis quasiment. Donc on les croit très pudiques, mais elles sont très pudiques en présence d'hommes. Entre femmes, c'est complètement autre chose. Un souvenir fort qui te revient à l'esprit ou... Un jour en Éthiopie, une jeune fille dans une région très 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 rurale, qui cueillait le café. J'ai fait son portrait, mais sans lui montrer. Elle était très occupée à cueillir le café, elle bougeait. Moi, j'essayais tant bien que mal de la dessiner. Et quand elle a vu mon dessin, elle l'a jeté en l'air. Et en fait, elle a eu peur, tout simplement. Elle a cru que c'était un acte de sorcellerie, parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Et en fait, il a fallu les adultes pour lui dire que non, c'était juste du dessin, c'était pas de la sorcellerie. Mais si les adultes avaient imaginé que ça soit de la sorcellerie, j'aurais pu avoir des problèmes, parce que c'est des régions où il fait pas bon être catalogué sorcière. Non, et j'ai une autre anecdote rigolote en lien avec la Namibie. Des Himba qui sont très pragmatiques, qui voient passer des dizaines de touristes avec des appareils photo qui sont pas toujours très fins et bien intentionnés, enfin qui sont juste là pour les mitrailler et repartir sans rien laisser. Et ils n'ont pas l'habitude de voir une peintre arriver avec sa boîte d'aquarelle et ses pinceaux. Et donc il y a des Himba qui m'ont tout simplement demandé si j'étais trop pauvre pour m'acheter un appareil photo. Et que je me contentais du dessin parce que j'avais que ça. Et ils ont même inventé un mot pour ma pratique. Ça veut dire photo à la main. Alors je sais plus comment on dit en Himba, mais c'est un mot composé. Photo à la main. Voilà, donc je suis photographe à la main. Pour retrouver AR actuellement en vente, il y a la couve avec les Galapagos. Sinon, il y a notre site ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire et une bonne note. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.